Bienvenue à tous les trois. Alors, il y en a un au moins que vous devriez reconnaître, même derrière son masque. Il s'agit de Pierre Urmic, qui est le maire de Bordeaux, bien sûr. Bienvenue à vous. Et vous êtes aussi premier vice-président. Et nous allons être précis pour que ça reste là, parce que ça a du sens aujourd'hui. Premier vice-président au pilotage et à l'évaluation du projet de transition à l'échelle de la métropole. Voilà, donc je le dis lentement pour qu'on intègre chaque mot. Transition, évaluation et pilotage, et à l'échelle de la métropole. Vous avez votre projet de mandature que vous avez choisi d'appeler Nouveau Souffle pour Bordeaux, avec une de vos expressions favorites, réinventer la ville, en choisissant de la réinventer avec les habitants, et même avec l'idée que le bien-être soit le prochain indice finalement d'attractivité de la ville. Voilà pour présenter si ça vous convient. Alors j'ai eu le plaisir en plus de vous écouter à l'introduction de la Fédération française des paysagistes, l'Assemblée générale nationale qui avait lieu là-bas. J'y étais aussi et donc c'était fort intéressant de faire des liens entre tout ça. Deuxième invité ce matin, Emma Aziza, hydrologue. Alors on ne s'est connue que par la voix pour l'instant. Vous êtes fondatrice et présidente de Mayan, une structure dédiée aux solutions pour faire face aux risques et aux conséquences du réchauffement climatique sur les territoires. Ça veut dire qu'avant ça, vous avez été chercheur, vous donnez des conférences, etc. Peut-être que vous l'avez déjà vu ou entendu, peut-être vu sur BFM TV, assez dans l'air. Alors c'est vrai que pour l'instant, je crois que vous étiez assez cantonné au sujet des inondations. Quand il y a des inondations de la canicule, on voit Emma, voilà, sur les écrans. Aujourd'hui, c'est chouette. Voilà. Aujourd'hui, c'est bien, on ne va pas parler que des circonstances qui fâchent, mais voilà, d'une vision plus globale des choses, et vous allez pouvoir nous transmettre toutes les données. Vous êtes au cœur des données en permanence et en temps réel sur ces sujets-là, du réchauffement climatique. Et puis le troisième invité, Éric Charéron, qui est directeur de la prospective chez Keolis. Alors la prospective sur les modes de vie et les territoires. Donc vous voyez qu'on a vraiment trois invités avec trois zooms à la fois complémentaires et différents. Et nous allons commencer tout de suite. Je vais demander à Pierre Urmic, si vous voulez bien, d'ouvrir le bal. Et alors, je me suis permise, par rapport à ce que nous avons préparé ensemble, d'échanger un tout petit peu l'ordre, mais ça ne va pas changer grand-chose quand même. Voilà. Et je voudrais vous demander justement de nous illustrer ce que vous appelez réinventer la ville. Je sais que ça vous tient à cœur. Donc, réinventer la ville avec la réappropriation des espaces publics, avec la végétalisation, et puis peut-être aussi, comment les villes se réinventent grâce à l'intégration, des enjeux environnementaux, et pas seulement avec les enjeux, mais grâce à. Comment on se réinvente grâce à. Voilà, alors, réinventer la ville. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Réinventer la ville, ça veut dire essentiellement réorienter la politique d'urbanisme qui est jusqu'à présent suivie dans des grandes villes, à Bordeaux comme ailleurs. Nous avions, pendant la campagne électorale, pris un engagement de dire on va continuer à construire à Bordeaux, mais on va décréter le zéro artificialisation des sols. Et on nous a dit, vous n'y arriverez pas. Nous on a dit, on va y arriver, et on va faire l'inverse de ce qui était fait avant. Bordeaux est une ville dans laquelle on a beaucoup construit ces dernières années, de grands programmes immobiliers. Si vous connaissez la ville, vous avez vu surgir dans nos grands quartiers d'aménagement, que sont Bastille-de-Niel, Brazza ou encore Atlantique. On a beaucoup construit, on a beaucoup artificialisé. Et en même temps, on n'a pas réussi à loger les Bordelais. C'est-à-dire que beaucoup ont été contraints d'aller se loger à la périphérie. Avec une double contrainte pour une ville, c'est que plus les gens vont se loger loin de la ville pour des raisons essentiellement budgétaires, parce que c'est bien de dire on construit, mais on construit pour qui ? Si on construit uniquement des produits de défiscalisation ou des produits pour des Parisiens qui trouvent les prix bordelais plus attractifs, et ils ont raison, que les prix parisiens, si on construit uniquement pour ces gens-là, ça veut dire qu'on est contraint de faire en sorte que les Bordelais, les familles, aillent habiter de plus en plus loin. Avec, je disais, une double conséquence. D'une part, non seulement on artificialise à Bordeaux, mais on artificialise aussi beaucoup nos campagnes. Vous savez, c'est à peu près la superficie d'un département français qui est artificialisée tous les ans. Donc, on artificialise nos campagnes par la politique des lotissements. Et en plus, nous, villes, nous sommes obligés d'avoir une politique de déplacement public qui devient de plus en plus nécessaire, de plus en plus coûteuse, puisque les gens habitent de moins en moins à proximité de leur lieu de travail.
Donc nous on dit, on va tenter de mettre un terme à cette situation que je qualifie d'un peu ubuesque. Alors ça veut dire, il faut conserver l'impératif de zéro artificialisation. À peine arrivé, on a déjà commencé par décréter la fin d'un programme immobilier qui concernait une zone naturelle, pour ceux qui connaissent, qu'on appelle la Jalère, à proximité du Grand Stade à Bordeaux-Lac, où il y avait un programme immobilier. On dit on n'y touche pas, on sanctuarise 40 hectares qui appartenaient à la métropole. Et on a fait en sorte, pour les autres opérations immobilières, de mettre en avant le fait que désormais, il faut construire la ville sur la ville, qui n'est pas un concept abscon, mais qui consiste à dire il faut construire la ville là où elle est déjà artificialisée. Dans toutes les villes, il y a des endroits déjà souvent pollués, certes, mais des endroits déjà artificialisés qui sont tout à fait propices à accueillir des nouvelles constructions. Et je peux vous dire, pour le moment, on s'y tient. Si j'ai encore quelques minutes sur le thème ou non? Sur le sujet de l'urbanisme, oui, Oui, comment sur allier le logement et la frugalité. Oui, et on parlera, j'imagine, de la végétalisation après, parce que je ne veux pas être trop long dans ma première intervention. Mais pour terminer sur l'urbanisme, on a également inventé un label, vous allez me dire un de plus, non mais c'est un label bordelais, qu'on a appelé le bâtiment frugal bordelais, qui impose désormais aux professionnels de la construction de respecter un certain nombre de prescriptions pour bénéficier de ce label, qui, je le dis, n'est toujours pas aujourd'hui prescriptif, il n'est toujours pas impératif parce qu'il faut attendre à peu près 1 an pour qu'il intègre notre futur plan local d'urbanisme. Mais on a réussi à négocier avec les professionnels, notamment la Fédération des promoteurs immobiliers d'Aquitaine, le fait que quand vous construisez à Bordeaux, vous respectez un certain nombre de critères qui font partie de ce label, parmi lesquels l'obligation de 10 mètres carrés d'espace extérieur pour chaque nouveau logement, orientation des bâtiments privilégiant une réponse aux canicules, si vous voulez, aux fortes chaleurs, obligation de matériaux biosourcés, donc un peu la fin du béton, la ville ayant été beaucoup bétonnée ces dernières années, donc obligation de recourir à des matériaux biosourcés. Et puis je ne vais pas détailler trop, donc un certain nombre de critères qui font que ce sont des bâtiments qui sont compatibles avec l'urgence climatique et puis notre impératif de décarbonation de la construction. Écoutez, pour le moment, ça marche. Vous dites, c'est pas prescriptif, mais les professionnels ont pris conscience du fait qu'on ne peut plus bétonner les villes, ça c'est terminé. Donc il faut construire différemment, et je pense que c'est moi j'appelle ça du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous, on a réussi à imposer une nouvelle façon de construire, et eux se donnent une nouvelle image aussi vis-à-vis de leurs clients, en disant, mais voyez ce que l'on propose, ce sont des bâtiments qui sont compatibles avec les impératifs climatiques et les impératifs d'une production décarbonée. Donc voilà, je ne veux pas être trop long, puisque c'est une table ronde. Je reviens vers vous après, voilà, sur les aspects de végétalisation, si avec plaisir. Non, parfait, voilà. parfait. Merci pour ces premiers exemples de résolution du paradoxe, parce que c'est bourré de paradoxes, de toutes ces affaires-là. Alors, du coup, je vais d'abord me tourner, si ça ne vous ennuie pas, vers Éric Charéron, puis après on fera un zoom sur l'eau. Voilà. Éric Charéron... Pardon, parce que du coup, je m'y perds un tout petit peu. Oui, on parlait de Bordeaux rayonnante en préparant. Et là aussi, des paradoxes, c'est-à-dire à la fois, on veut une ville rayonnante, mais comment on gère du coup la congestion? Et que fait Keolis, finalement? Ou comment œuvre, ou comment contribue Keolis à résoudre là aussi certains paradoxes? Vous avez sûrement quelques chiffres à nous donner là-dessus. Et puis peut-être aussi sur la cohabitation des différents modes de transport. Alors, sur la particularité, les spécificités, en tout cas, de la métropole de Bordeaux, en lien à la nuisance provoquée par les déplacements, il y a ce que vient de dire Monsieur le maire, c'est-à-dire qu'il y a, en dépit de la construction de 40 000 logements sur le long terme, en 50 ans, Bordeaux n'a pas retrouvé son niveau de population de 1968. Et l'aire urbaine a progressé de 500 000 habitants. 500 000 habitants. Donc 250 000 ont été intégrés dans la métropole, dans les limites de la métropole, à peu près moitié dans les communes de la première couronne et moitié dans les communes de la seconde couronne. Et les 250 000 habitants se sont implantés, donc ce que vous évoquez sur l'artificialisation des sols en périphérie, dans des communes dont certaines étaient en partie rurales avant et qui se sont effectivement un phénomène qu'on connaît dans d'autres villes de France, mais c'est particulièrement fort à Bordeaux. Alors il n'y a pas que Bordeaux. Lyon aussi n'a pas retrouvé son niveau de population de 68. Lille non plus.
Mais c'est un axe fort. Le deuxième élément important qui joue beaucoup sur la congestion, c'est que Bordeaux est une ville historiquement très importante. Et elle n'a pas été victime, très peu victime, de bombardements comme d'autres villes. Il n'y a pas eu de grands préfets non plus sous Napoléon III qui ont percé de très grandes avenues. Donc en fait, on se retrouve avec une structure viaire qui est relativement étroite, avec des pénétrantes relativement étroites et qui sont source de congestion, de difficultés Les d'insertion. pénétrantes, hein, vous avez compris, c'est les rues qui arrivent. Oui, les grandes... Non, mais parce que c'est tout un raison vocabulaire, on apprend des mots, c'est bien. Puis bien sûr, il y a le fleuve, enfin excusez-moi, je le dis avec l'accent lyonnais, hein, la Garonne. Le fleuve. Le fleuve, que les jeunes ont du mal à traverser, mais voilà, qui a créé cette frontière-là. Donc en fait, et il y a une quatrième caractéristique, c'est que Bordeaux, dans les études que l'on fait avec les sociologues partout, c'est une ville qui rayonne. C'est-à-dire que c'est une ville lumière, c'est une ville qui donne envie. Et elle a comme caractéristique de ne pas avoir beaucoup de concurrence autour. Prenons un établissement comme le CHU. Le CHU, dans la région Nouvelle-Aquitaine, il y en a dans les 3 anciennes capitales régionales. C'est-à-dire qu'il y en a à Poitiers, hein, d'accord, il y en a à Limoges et il y en a à Bordeaux. Il n'y a rien sur le sud. Il n'y en a ni à Pau ni à Bayonne-Biarritz. Alors que si on prend l'axe ligérien, il y en a eu un à Nantes, il y en a un à Angers, il y en a un à Orléans, il y en a un... Donc ça veut dire que Bordeaux a une capacité de rayonnement qui va bien au-delà des limites de l'aire d'attraction des villes. Et donc, si vous voulez, pour vous donner un ordre de grandeur précis, depuis longtemps, on travaille avec les opérateurs téléphoniques, on l'a fait en 2015, en 2019, sans leur dire qu'on travaillait avec 2 opérateurs différents pour voir si les chiffres étaient identiques. Et en gros, sur une journée, il y a 250 000 personnes différentes qui rentrent sur l'agglomération de Bordeaux. 250 000 différentes. Sur une semaine, c'est 700 000 personnes différentes. Certaines viennent qu'une fois, 2 fois, 3 fois, et certaines viennent tous les jours. Donc il y a ceux qui viennent pour le travail. En gros, ceux qui viennent une journée pour le travail, c'est à peu près 90 000 personnes qui viennent de la Gironde et des 4 autres départements, les 5 départements limitrophes. Ça veut dire concrètement que la mobilité ou les transports intra-bordelais, finalement, sont surtout opérés par des gens qui viennent de l'extérieur. Pas essentiellement, mais en tout cas, la congestion est en partie liée par les gens qui viennent de l'extérieur, dont une grande partie, et on les oublie trop souvent, viennent pour des motifs occasionnels. C'est-à-dire que le domicile-travail est plutôt bien traité, et c'est important, mais en revanche, vous avez, si je prends la Gironde, vous avez 400 000 personnes qui ne travaillent pas de manière régulière sur Bordeaux Métropole, mais qui viennent une fois dans le mois et qui viennent 1 ou 2 fois parce qu'ils ont des amis, parce qu'ils ont envie d'aller rue Sainte-Catherine, parce qu'ils vont à l'hôpital, ils vont voir un spécialiste médical, ils vont voir leurs grands-parents dans un EHPAD, peu importe. Il y a effectivement cette attraction qui est forte. Or, toutes les solutions de mobilité collective sont conçues essentiellement pour les abonnés, donc les réguliers. Donc eux, ils s'y retrouvent, il y a des horaires, mais les tarifs, si je prends un abonnement au départ de Mâcon pour venir à Bordeaux, c'est 67 € par mois. Et en plus, je peux le combiner avec la version modaliste, avec les TBM. Si je viens en occasionnel, c'est 13,30 € aller-retour. Et je n'ai pas la possibilité de le combiner avec le tarif TBM. Donc là, on voit qu'il y a un enjeu essentiel de faire que toutes ces personnes qui n'ont pas trop l'habitude de circuler, ils prennent la voiture par simplicité. Comment on peut faire? Et puis on oublie, c'est qu'il y a beaucoup de Bordelais qui vont à l'extérieur. Et ils reviennent. Et aussi pour des raisons occasionnelles. On l'oublie. Mais si vous avez 12 000 personnes dans le mois d'Agen qui viennent sur Bordeaux, vous avez à peu près 13 000 Bordelais qui vont à Agen au cours du mois. Pour tout un tas de motifs. Parce que la diversité, il faut pas que les individus... Prendre en compte la pluralité des usages de la ville, quoi. Voilà. Et des citoyens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement résumer nous, à des séquences de flux. Les individus ne peuvent pas être solubles, en quelque sorte, dans l'ère de la data d'une smart city. Nous sommes des additions de séquences, de rythmes de vie qui s'étalent sur un mois, où je peux aller sur Lacanau un jour, où je peux aller voir quelqu'un que je connais à Saint-André-Tubzac, où je vais faire un stage effectivement à Marmande, et où, même si j'habite le Grand Parc, je peux aller ailleurs. Et c'est tout ça qu'il faut arriver à comprendre, mais c'est essentiel d'arriver à proposer des solutions alternatives à la voiture, pour les domiciles travail bien sûr, mais surtout pour l'immense majorité des gens qui sont attirés par Bordeaux, soit par besoin, soit par plaisir. Merci pour ce paysage brossé en quelques chiffres. C'est intéressant de reprendre, d'objectiver un peu les réalités. Et puis une autre réalité donc, que nous allons aller visiter maintenant avec vous, Emma, une grande spécialiste de l'eau. Voilà. Et puis vous êtes évidemment avec
avec votre structure aujourd'hui au cœur de toutes les données en temps réel de ce qui se passe avec cette eau et avec le réchauffement climatique plus globalement. Comment vous pouvez nous raconter ce qui se passe en ce moment en France et sur nos territoires à ce sujet? Alors merci. Effectivement, on avait jusque-là des signaux faibles qui arrivaient au fur et à mesure depuis le début des années 2000. On sait que depuis le début des années 2000, on a doublé le nombre d'événements catastrophiques, bien qu'on ait toujours eu une variabilité naturelle du climat, et c'est très important de toujours le redire. C'est-à-dire que, alors je vais me permettre de sortir un petit peu, si vous me le permettez, de la ville de Bordeaux, mais en 1303, on traversait le Rhin à pied. On a eu des grandes sécheresses historiques. D'ailleurs, même les Français ont pris de l'argent de leur poche pour payer l'impôt sécheresse en 1976. Donc on a toujours eu des grandes sécheresses. On a toujours eu notamment des grandes inondations qui ont jalonné nos territoires, bien plus importantes encore quand on remonte dans l'histoire que les grandes crues de la Seine en 1910 ou que les crues qui sont les plus connues. Alors effectivement, il y a même une anomalie statistique qui fait que les grandes crues de la Loire de 1846, 1856 et 1866, 3 crues centennales qui avaient fait que Napoléon nous avait forcé avait demandé au grand corps de l'État de construire des digues et donc de venir réaménager ces territoires pour contrôler l'eau. Donc on a toujours eu ces événements. Maintenant, il se passe effectivement quelque chose d'assez nouveau. Et donc, sur cette signature des territoires assez nouvelle, à laquelle, effectivement, je suis confrontée tous les jours, il y a deux choses que l'on voit. Il y a, premièrement, ces sécheresses qui arrivent et qui s'installent sur nos territoires. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre que ces sécheresses, elles commencent à peu près à avoir une tendance très nette en 2014. De 2014 à 2017. Et 2017, on va vivre une année en France où certaines villes ne vont pas connaître une goutte d'eau jusqu'à fin décembre. Et puis, on va basculer début janvier sur les crues de la Seine de 2018, donc 3 semaines de crues. Et puis, on va avoir en fait des printemps très pluvieux. Et donc, on va avoir le sentiment qu'en fin de compte, ce qu'on vient de vivre en 2017, ça faisait partie de ces aléas, finalement, qui viennent, qui repartent. Et donc, c'était une année de sécheresse historique, point. Ce qui est très intéressant quand on comprend justement cette dynamique qui se déroule durant ces 3 années, c'est que en 2018, on démarre un printemps avec une très bonne recharge des nappes, avec beaucoup de pluie. Et puis, quand il va y avoir cette reprise végétale qui va aller chercher l'eau dans les sols, en réalité, elle va se confronter à un mois de juin, puis un mois de juillet, qui va vivre une canicule qui va durer 16 jours en France. Et cette canicule va nous faire rebasculer dans un état de sécheresse à nouveau extrême, à nouveau historique. Et donc, là encore, on cumule en fait le déficit de l'année précédente avec ce que l'on va vivre là. Et il faut bien comprendre que, en fait, on a toujours tendance à penser que lorsqu'on vit une sécheresse et qu'il y a une nouvelle pluie, finalement, la situation est terminée, tout est sous contrôle parce que l'eau est arrivée. Sauf que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Pour reprendre quelques petites constantes d'hydrologie, lorsque vous avez 100% d'eau qui tombe, vous en avez tout de suite, immédiatement, 65% qui repartent dans l'atmosphère. Vous en avez 26% qui vont ruisseler et vous en avez seulement 9% qui vont réussir à s'infiltrer pour rejoindre les nappes. Et je vous parle de ces 9% parce que c'est le cas idéal. Le cas idéal où on n'a pas une ville urbanisée, anthropisée, où on n'a pas compacté les sols par certaines formes d'agriculture. Et donc, c'est pour vous expliquer à quel point c'est compliqué pour l'eau de réussir à rejoindre ces nappes. Ces nappes, on a toujours l'impression, finalement, qu'elles sont pleines. On a l'impression, parce qu'elles sont invisibles, elles sont sous nos pieds. On a souvent le sentiment que c'est une grosse poche qui se trouve sous nos pieds, qu'on pourra aller chercher. Le problème, c'est que donc là, je vous parlais de 2017-2018, et puis 2019 arrive, et là, on a une année assez caractéristique et importante à comprendre parce que c'est sans doute l'année type que l'on aura à vivre dans les années à venir. Au mois de juin, on va vivre une canicule extrêmement précoce. Rappelez-vous, 46 degrés dans le Gard, 42 degrés à Paris. On a dû annuler les épreuves de brevet. On s'est retrouvé avec des CHU, vous en parliez, justement à la limite de nos systèmes de ventilation, parce qu'ils ont une limite. Et je pense qu'il est important de le comprendre et de l'intégrer. Les canicules, ce n'est pas rien. C'est entre 2015 et 2020 en France, en termes de coûts, 22 à 37 milliards d'euros de dommages.
C'est des dommages sur la santé, c'est des dommages humains, c'est des dommages bien entendu sur l'accélération des sécheresses, donc sur le bâtiment, des bâtiments qui vont s'effondrer, s'écrouler, qui coûtent plus cher que l'inondation. Tout ça pour vous dire qu'on a eu vraiment toutes ces années qui nous ont montré quelque chose de nouveau. Et pour vous donner un petit peu un palmarès, 2020, 2018, 2019 sont les années les plus chaudes jamais recensées en France depuis le moment où on enregistre les données météorologiques. Donc là, on n'est plus sur un épiphénomène, on est sur une tendance très claire. Alors vous allez me dire, oui, mais 2021, il a beaucoup plu, il a fait un temps extrêmement mauvais, et finalement, certains diraient un temps pourri, et effectivement, pour beaucoup, ça a été un non-été. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que c'est important de prendre un tout petit peu de recul pour comprendre ce qui se passe, parce que derrière, en fait, juste pour terminer, cette année, en fait, vous aviez des masses extrêmement chaudes qui sont remontées sur l'Arctique. Et je vais vous expliquer à quel point ça nous concerne, nous Français. C'est que ces masses d'air très chaudes qui, depuis le printemps, remontaient et fait qu'on avait des températures de l'ordre de 42 degrés à 1000 km au nord de Moscou, en fait, ces masses d'air chaudes ont poussé l'air froid arctique à descendre. Et il n'a pas eu d'autre choix que de descendre directement sur la France, parce que de l'autre côté, il était aussi contrôlé par des masses très chaudes, justement sur l'Espagne. Et donc, en fait, on a vécu 6 gouttes froides successives. Et donc, ces 6 gouttes froides, cet air froid arctique qui est venu nous apporter de la pluie et des températures maussades, en réalité, chez nous, ça n'a pas donné grand-chose. Mais par contre, quand on regarde l'Allemagne et qu'on regarde la Belgique, là, on comprend mieux que ça a donné beaucoup de pluie pendant 3 semaines. Et cet air très chaud qui était là, juste à côté, confronté à cet air froid, a ensuite généré les pluies diluviennes qui ont généré les dommages qu'on a connus en Allemagne. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est très important de prendre un tout petit peu de recul, de comprendre que oui, on était dans une sorte de poche d'air très froid, et donc cette poche bleue était entourée autour d'elle de dômes de chaleur en Espagne, de ce qui s'est passé avec les feux en Algérie et de ce qui s'est passé par exemple en Grèce. Et il y a eu seulement 3 endroits qui n'ont pas été concernés cette année par les pluies. C'est l'Aude, les Pyrénées-Orientales et le Var. Le Var, c'est les feux qu'on a eus en septembre. Et les Pyrénées-Orientales et l'Aude, aujourd'hui, vivent encore, à l'heure actuelle où on parle, avec des camions-citernes qui alimentent certaines villes parce que justement, il n'y a plus la capacité de s'auto-alimenter. Donc voilà un petit peu pour faire un état des lieux. Je parlerai peut-être après de choses plus positives, parce que là, j'ai peut-être un peu plombé l'ambiance. Non, mais en tout cas, merci, parce que à nouveau, je disais juste avant de démarrer, mais vous étiez là, que complexité signifiait tout est lié. Et là, voilà, merci pour là aussi cette pédagogie pour qu'on comprenne bien en quoi tout est lié et ce qui se passe au-dessus de l'Arctique, comment a des conséquences jusqu'ici, mais on ira encore plus loin pour les villes en particulier tout à l'heure. Monsieur le maire, peut-être qu'on peut revenir du coup sur là, la végétalisation, pour le coup de Bordeaux, et comment justement, peut-être cette végétalisation d'ailleurs va contribuer à la pénétration de l'eau jusque dans les nappes, je ne sais pas, mais voilà, concrètement, comment ça se passe dans la ville ? Il y a effectivement la végétalisation, la désimperméabilisation des sols qui est pour nous un gros enjeu. On a beaucoup de rues à Bordeaux. Le sol ressemble un peu au sol de cette salle, c'est-à-dire entièrement carrelé, ce qui, sur le plan écologique, est quand même une aberration en termes d'écoulement des eaux et infiltration des eaux. C'est une époque. Hein. C'est des rues qui ont été conçues il y a eu une bonne vingtaine d'années. C'est évident qu'aujourd'hui, personne ne... À une époque où on n'était pas aussi sensible à la systémie, aux enjeux systémiques des choses. Absolument. Voilà. Donc je pense que les mentalités ont changé. Mais tant mieux. Sur le plan de l'arbre, la place de l'arbre aussi a totalement changé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'arbre, dans une politique d'aménagement urbain, c'était la première victime. C'est-à-dire que beaucoup d'élus considéraient l'arbre comme étant un élément du mobilier urbain. Donc à partir du moment où c'est que du mobilier urbain, on peut le déplacer, c'est-à-dire on peut l'arracher facilement à condition d'en planter d'autres ailleurs, et on s'exonérait comme ça d'une considération pour ce qu'est l'arbre. Vous savez, l'arbre est considéré, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, par notre grand botaniste Francis Allais. Francis Allais dit que l'arbre, c'est notre meilleur allié, non seulement pour tenter d'éviter le réchauffement climatique, mais également pour résister au changement climatique. Et Francis Allais, d'ailleurs, je le dis, j'ai eu la chance de déjeuner avec lui cette semaine avec mon adjointe qui est là, qui est Claudine Bichet. On a eu la chance de déjeuner avec Francis Allais mardi dernier. Donc, il nous a un peu confirmé
ce qu'il écrit dans ses bouquins, notamment il a écrit un livre qui est formidable, qui est une lettre ouverte à l'attention des énarques et des élus, dans laquelle il dit « Votre vision de l'arbre est une triple arnaque ». Pas des mots forts. Il dit d'abord, quand vous arrachez des arbres dans tous vos projets immobiliers ou urbains, vous commencez par arracher des arbres en disant que vous allez en planter pour un arbre arraché, vous allez en planter 10 ailleurs. Il dit c'est une arnaque. Et c'est une triple arnaque. D'abord, c'est une arnaque patrimoniale. C'est-à-dire, il faut admettre que l'arbre, c'est pas du mobilier urbain, ça fait partie du patrimoine Et c'est du temps de long. la ville, du quartier. Ensuite, c'est une arnaque économique. C'est-à-dire planter des nouveaux arbres. Des arbustes, ça coûte beaucoup plus cher, il faut les arroser, il faut les entretenir, alors qu'un arbre mature ne demande pas beaucoup d'entretien. Donc, deuxième arnaque économique. Et la troisième, c'est une arnaque écologique. Le service écosystémique rendu par un arbuste ou par une jeune pousse n'est pas du tout le même que celui qui est rendu par un arbre qui a 30 ans d'âge. Donc, des gens comme Francis Allais nous invitent à totalement revisiter la place de l'arbre et dire que plutôt que d'en faire la première victime de l'aménagement urbain, il faut au contraire concevoir l'aménagement urbain autour de la place de l'arbre. Donc je pense que c'est un changement de paradigme que beaucoup d'élus ont, je crois, intégré. Pour revenir à Bordeaux. Bordeaux, vous le voyez bien, on est une ville magnifique, vraiment. Une ville de patrimoine, mais en même temps une ville très minérale. C'est le revers un peu de la médaille. Nous nous sommes assignés comme impératif de végétaliser cette ville. Végétaliser la ville, ça veut dire avoir un plan d'envergure. Pour ce faire, on a lancé un plan qu'on appelle Bordeaux Grande Nature, qui consiste non seulement, comme je le disais précédemment, à respecter les arbres existants, mais aussi en nous livrant à une politique d'envergure, de plantation d'arbres partout où c'est possible, dans tous les quartiers. Également, on fait à Bordeaux ce qu'on appelle des petites forêts urbaines, ou on appelle aussi micro-forêts de type Miyawaki, pour suivre le concept du japonais qui est à l'origine de ce concept, c'est-à-dire c'est des petites forêts très denses avec beaucoup d'espèces plantées et qui apportent un rafraîchissement au quartier, qui sont des puits de carbone en puissance. Et donc, partout où on peut faire ces micro-forêts Miyawaki, dans les quartiers de Bordeaux, on le fait. Donc, un vaste projet de végétalisation vient de lancer, la semaine dernière, la phase 2 de notre programme Bordeaux Grande Nature. Voilà, la saison 2 de notre programme Bordeaux Grande Nature. C'est pas facile. Moi, je suis persuadé que c'est un atout pour les urbains. Mais vous voyez, hier soir, je vais prendre un exemple très contemporain, j'étais à un conseil de quartier Saint-Augustin, pour ceux qui connaissent Bordeaux. On a de très beaux aménagements qu'on leur a présentés, des beaux aménagements de places de rue où on plante des arbres. Mais il y avait des riverains qui n'étaient pas contents, qui disaient, non seulement quand vous plantez un arbre, vous supprimez une place de stationnement. On dit, mais oui, mais écoutez, on l'assume. Je pense que c'est bien d'avoir aussi un arbre devant chez soi et de garer sa voiture un peu plus loin. Mais aussi, j'avais jamais entendu l'argument, on dit, mais en plantant un arbre devant chez moi, vous rafraîchissez ma maison l'hiver. Vous m'obligez à chauffer davantage. Je dis, mais surtout, je vous la rafraîchis l'été, votre maison, quand même. Et ils n'avaient pas vu ça. Ils avaient vu uniquement le fait que ça rafraîchissait la maison l'hiver. Il y a une attention je suis un peu tombé de l'armoire quand j'ai entendu cet argument. Il y a une attention particulière portée aux écoles aussi. Oui, et je trouve que c'est intéressant comme exemple, justement, pour partir de quelque chose qui est vécu d'abord comme une contrainte, par y compris les usagers de l'école, les parents qui ne peuvent plus déposer les enfants juste devant, etc. Et qui, pour finir à l'usage, réalisent que ça induit comme changement d'usage, comme changement de mode de vie autour. Oui. Merci de me lancer là-dessus. C'est vrai qu'on a décidé un vaste plan de végétalisation de nos 113 écoles primaires, maternelles et primaires à Bordeaux. Toutes les cours sur 10 ans vont être entièrement végétalisées. C'est un programme très, très, très ambitieux, mais qu'on a lancé. On a déjà commencé par certaines écoles. Je peux vous dire pour le plus grand bonheur des enfants, également des enseignants. Mais aussi, on va plus loin, on a décrété aussi que les rues des écoles seraient des rues aux enfants, c'est-à-dire qu'on interdirait la circulation automobile dans les rues desservant les écoles. Alors on commence à le faire. Alors dans certaines rues, c'est uniquement aux heures de début de cours et de fin de cours, mais à terme, ce qu'on veut, c'est que ce soit définitif. D'abord, les enfants, on respire mieux dans ces écoles, d'autant plus que la semaine dernière, j'ai signé un arrêté municipal interdisant de fumer
à proximité des écoles. Donc dans ces rues aux écoles, les parents ne doivent plus fumer. Mais donc l'air est plus pur à proximité des écoles. Et puis surtout, une rue sans voiture, c'est un peu un prolongement naturel de la cour de récréation. Quand les enfants sortent de l'école, ils ne se trouvent pas immédiatement projetés au milieu des affres de la circulation. Et c'est créateur de liens sociaux aussi. Comment ? Et c'est créateur de liens sociaux. Voilà, de convivialité. Les parents, on met des bancs à la sortie de l'école, ils trouvent un lieu dans lequel un peu hospitalier, un peu convivial, dans lequel ils peuvent discuter pendant que les enfants continuent à jouer. Voilà, donc ça aussi, c'est un souci d'apaisement de la ville. Ça passe par une diminution du trafic automobile et donc de la pollution. Très bien, merci. Vous aurez le mot de la fin sur le lien aussi avec les emplois et comment, peut-être du plus de votre place de vice-président de la métropole, cette fois, vous pouvez nous dire quelque chose des emplois verts du futur. Mais il nous reste plus très longtemps maintenant, donc on conclura par vous. Et je voulais demander à la fois à Emma et aussi à Eric encore un mot. Emma, un mot peut-être sur il y a justement cette eau dans la ville. Nous qui sommes urbains, on ouvre le robinet, ça coule, on entend les problèmes d'eau, d'inondation, on est plus ou moins directement concernés et pourtant tout est lié. Donc dites-nous bien comment l'eau d'ici et l'eau d'ailleurs, ça compte maintenant tout de suite. C'est ça. Alors, il y a deux choses dans la question de l'eau dans la ville. Il y a la question de l'eau qu'on consomme directement. Vous avez, j'imagine, tous entendu qu'il fallait fermer plus rapidement son robinet quand on se brosse les dents, qu'il fallait plutôt prendre une douche qu'un bain. En réalité, pour vous donner un petit peu notre empreinte eau au quotidien, on est plutôt de l'ordre de 5 000 à 7 000 litres d'eau, tous autant que l'on est là autour dans la salle, par jour. Cette eau, elle se cache dans deux domaines. Elle se cache derrière votre assiette, dans un premier temps, puisqu'une kilocalorie, c'est 1 litre d'eau. Ils nous en font un minimum de 3 000 par jour pour pouvoir manger. Ça signifie que derrière, la question de l'eau, c'est la question de notre agriculture. Et de l'alimentation. Et donc, bien entendu, de l'alimentation qui en découle. Et puis, comme l'eau, elle sait faire énormément de choses, puisqu'elle a énormément de qualité, cette eau. Elle sait refroidir, réchauffer, laver. C'est aussi de l'eau qu'on utilise pour chaque process de transformation. Plus on va manger des produits transformés, plus on va consommer des produits, plus derrière, effectivement, se cache la question de l'eau. Et puis, une autre question qu'on aborde souvent rarement, là on est aussi là pour parler de la question climatique, et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la question climat avec deux focus. Le premier, c'est la question du carbone, et le deuxième, c'est la question de l'énergie. Il y a deux choses qui me semblent essentielles à comprendre, c'est que derrière la plupart des formes énergétiques se cache de l'eau. Pour faire du nucléaire, on a besoin d'eau. Pour aller extraire du charbon, on a besoin d'eau. Pour pouvoir faire du pétrole, on est obligé d'injecter de l'eau, et sans parler des ouvrages hydroélectriques qui, lorsqu'ils sont à sec, effectivement, vont faire qu'on va aller par des effets de chaise basculante chercher de l'eau ailleurs. Donc la question de l'énergie, c'est avant tout une question de l'eau, et j'entends beaucoup de questions sur le pour ou l'anti-nucléaire. Je crois que la question qu'on doit se poser derrière, c'est est-ce qu'on aura des cours d'eau qui auront des niveaux suffisants pour permettre justement ces implantations. Et c'est souvent quelque chose que l'on ne regarde pas. Et je crois qu'il faut, avec cette question du climat, avoir 2 coups d'avance, comme aux échecs. Et donc, c'est une question essentielle. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est qu'on parle beaucoup du carbone. Tout le monde parle de son empreinte carbone. On essaye tous de regarder ce que l'on fait et comment on va pouvoir justement réduire notre empreinte. En réalité, il faut savoir une chose, c'est que le carbone, c'est 4,1% des gaz à effet de serre. 95% des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est l'eau. On ne vous en parle pas souvent, mais en réalité, l'eau est le premier gaz à effet de serre qui fait d'ailleurs qu'on a une planète habitable, qui fait qu'on a une moyenne planétaire à 15 degrés. Et donc, on a toujours tendance à l'oublier. Pourquoi ? Parce que c'est un gaz à effet de serre naturel. Et donc, on parle souvent de gaz à effet de serre émis anthropique. Et la différence entre l'eau et le carbone, c'est que l'eau, contrairement au carbone, elle va venir dans l'atmosphère, réchauffer l'atmosphère avec cet effet de serre, mais ensuite, elle ne va pas rester longtemps, contrairement au carbone qui, une fois qu'il est émis, reste. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand elle va, à un moment donné, réchauffer l'atmosphère? Ça va augmenter l'évaporation. L'évaporation va ensuite augmenter le réchauffement de l'atmosphère, qui va ensuite générer plus d'effets de serre. Et donc, c'est un circuit permanent qui est en train de se créer. Et donc, derrière, comme cette eau ne peut pas rester, elle va finir par tomber, et elle va tomber sous la forme de pluie diluvienne. Et donc, ce sont ces nouvelles formes que l'on a sur le territoire, que l'on peut remarquer partout. Rappelez-vous, au mois de juin, la ville de Reims, la ville d'Agen, où on avait des empreintes. Je me permets, du coup, j'ai pas compris. Redites-moi. Dites-moi si. Parce que du coup,
Qu'est-ce qui, au-delà de la moindre consommation d'eau, peut apporter une solution à cet effet de cercle vicieux, on pourrait dire? Alors, en fait, si vous voulez, on prélève... En un mot, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que... En fait, l'eau sur la planète bleue, la planète Terre, elle est équivalente depuis, je vais dire, la nuit des temps, depuis des millions d'années. On a toujours la même quantité d'eau. Elle change de réservoir. C'est-à-dire que plus vous allez la prélever dans les nappes, plus vous allez la prélever dans les sols, plus vous allez ensuite la faire changer de réservoir parce qu'elle ne va pas rejoindre les nappes et les réservoirs. Elle va aller dans l'atmosphère et elle va rejoindre les océans. Elle va contribuer à surélever le niveau océanique et elle va contribuer à augmenter l'effet de serre. Donc en fait, ce n'est pas la seule consommation ou moindre ou plus de consommation d'eau qui va vraiment avoir un levier. C'est quoi le levier? Plus vous consommez l'eau, en fait, plus vous derrière vous allez l'extraire. On pompe dans la nappe. Plus vous par exemple dans l'agriculture, vous allez extraire de l'eau, mais derrière elle va finir par partir dans l'atmosphère une fois qu'elle est utilisée par les plantes. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on a de l'eau partout, mais on a l'impression que finalement on a des solutions à tout. Et en réalité, la sécheresse, elle est en train d'atteindre le monde entier. Les sécheresses qu'il y a à l'autre bout de la planète nous concernent directement parce que on parle de rupture d'approvisionnement, que ce soit alimentaire avec ce qui se passe en Californie ou que ce soit les sécheresses historiques que l'on a actuellement en Chine. Donc je crois qu'en tous les cas, c'est une question globale planétaire à laquelle il faut effectivement répondre au niveau local et comprendre que le cycle de l'eau, il est extrêmement local. Et le travail que vous faites est fantastique. C'est d'ailleurs la première fois, je crois, que j'entends une telle conviction. Ça me fait plaisir de comprendre qu'effectivement, il va falloir aller capter cette eau dans l'atmosphère pour pouvoir réduire cet effet de serre. Donc voilà, juste pour vous donner un focus peut-être un peu différent de cette question de l'eau dans nos territoires. Bel exemple aussi de complexité, enfin, au sens tout est lié. Éric Charéron, je sais qu'il y avait 2 points là aussi qui vous tiennent particulièrement à cœur. Je voudrais que vous puissiez les dire avant qu'on conclue. Un point sur la marche en particulier et prendre soin aussi. Et puis un point peut-être sur la cohabitation des modes de déplacement. Comment Keolis œuvre aussi dans tout ça? Alors, effectivement, dans le cadre d'une cité de territoire apaisé, il y a plusieurs choses qui comptent. Je pense d'abord, on peut le dire, ce sont des territoires qui se fragilisent physiquement. Quelqu'un a parlé juste avant de la transition démographique en disant sur la métropole de Bordeaux, les 0-14 ans ont progressé de 14 000, les 60-74 ans de 25 000. Donc beaucoup plus nombreux, pour la même tranche d'âge, 15 ans. Et les 75 ans, c'est eux, les plus de 75 ans, qui vont beaucoup augmenter à partir depuis l'année dernière, puisque c'est les baby-boomers qui arrivent dans cette tranche d'âge-là. Sur la métropole de Bordeaux, il y a 110 000 personnes invisibles qui sont dans le traitement des affections longue durée. Ça ne se voit pas. Quelqu'un parlait tout à l'heure du cancer, des affections coronaires, des maladies cardiaques, du diabète, ça ne se voit pas. Ils sont en affection longue durée et ça a un impact. Et une ville paisible, une ville lente qui répond aux aspirations des citoyens, le proximité, parce que ça monte très fort, c'est une ville qui prend soin des personnes les plus fragiles, y compris dans leur qualité physique. Donc ça, on essaye beaucoup de faire de la prévention. D'autant plus que c'est celle qui s'exprime le moins en général et qu'on n'entend pas, qui passe au-dessous des radars, parce qu'ils ne sont pas connectés dans les datas, etc. Et c'est assez étonnant, ça, c'est de se rendre compte à quel point dans les enquêtes, on est très sensible à ça. Donc je vous livre carte sur table. On a des enquêtes qui ne sont pas toujours représentatives. Alors on essaye de le corriger après, mais faut-il encore en être conscient? Il y a des gens, de la même manière qu'il y a des gens qui ne prennent pas part aux élections, qui considèrent que ça ne sert à rien. Le problème, c'est qu'ils sont typés, ces personnes-là. On a fait récemment une enquête sur le département de la Gironde. Une enquête sur ceux qui ne répondent pas aux enquêtes? Non. Sur 3000 personnes. 3000 personnes, pas par une questionnaire online. Et j'ai demandé au grand cabinet d'enquête de demander le niveau de diplôme des personnes. Dans l'enquête, 12% des personnes n'ont pas le diplôme bac. Dans l'INSEE, c'est 48% des adultes qui habitent le département de la Gironde, qui ont soit le certificat... Ça veut dire qu'il y a toute une tranche qui n'a pas répondu. Qui globalement ne répond pas, qui se sentent exclus des responsabilités, qui pensent, le CREDOC a bien mis en place, que leur avis n'est pas pris en compte. Et donc c'est très important dans le projet de mobilité de mettre en place des systèmes de type jury populaire. Sur la marche est typiquement, c'est la ville paisible. Parce que la marche, vous parliez tout à l'heure, c'est comme dans les écoles, c'est le lien social, c'est le croisement des regards, c'est la marche, c'est le rythme des vitrines. Alors comment vous faites pour vous inciter à plus marcher? Et la marche, c'est la désaturation des transports publics. Et en ce moment, on ne supporte plus, la majorité des gens ne supportent plus des transports publics où il y a de l'entassement dedans. Et justement, TBM a été le premier grand réseau en France à valoriser
les cheminements piétons avec tout un tas de thèmes, je trouvais ça très intéressant de dire, voilà, vous faites un tiers de votre recommandation journalière si vous descendez rue Sainte-Catherine à la station. Faut créer des jeux concours, je sais pas. Et vous allez à pied au Quinconce plutôt que de changer à Hôtel de Ville. Vous descendez à Hôtel de Ville et vous allez à pied à Mériadec et vous avez le temps d'écouter 3 chansons. Vous traversez la Garonne et vous évitez de surcharger le tram entre les deux. Donc la marche est vraiment un allié naturel, alors associé au vélo, mais la marche elle est universelle. On ne la voit pas parce que c'est la mobilité la plus ancienne et c'est celle qui est le plus à même de faire que des gens puissent renoncer à utiliser leur voiture pour des trajets courts. Parce qu'elle est universelle, il n'y a pas de compétition quand on fait de la marche. On n'est pas ridicule si on marche doucement. Alors qu'en vélo, il y a toujours encore un peu une compétition, donc elle est un peu plus universelle. Donc, mais c'est l'alliance vélo, marche et transport public. Juste pour terminer du coup, puisque c'était un de vos sujets aussi, puis après je passerai la parole à Pierre Urmic pour conclure. Pour terminer, une dame disait ce matin, mais aux Pays-Bas, on voit bien qu'ils ont fait des choses pour bien faire cohabiter les différents modes de déplacement aussi, parce que ici, on a vite fait de se faire parfois renverser par un vélo, même en étant piéton. Enfin, c'est pas si simple, hein, la cohabitation. Il y a des choses prévues, des projets, comment ça se passe ici? Il y a beaucoup de codes de la rue qui ont été faits, il y a beaucoup de sensibilisation à faire, il y a de l'aide à faire comprendre les uns et les autres, à respecter les uns et les autres, hein, que le passage piéton il est prioritaire peut-être sur un vélo. Il ne faut pas créer d'insécurité. Comme on vit dans une période où le clash est permanent. Même des sujets qui devraient être pas consensuels, mais sur lesquels on pourrait débattre paisiblement, ça devient vite inflammable. Donc évitons que la ville soit un lieu de confrontation entre des piétons dont certains pourraient être un peu fragiles, bousculés par des vélos, par des camionnettes de livraison qui se garent sur les couloirs bus ou sur les couloirs vélos ou sur les trottoirs. Comment on arrive effectivement à faire cette éducation-là? Et je voudrais juste se dire que l'objectif pour les transports publics, dans la partie centrale associée avec l'ensemble des systèmes, c'est de faire en sorte, c'est quoi l'objectif pour limiter les gaz à effet de serre? C'est offrir le choix aux gens de ne pas avoir de voiture sans avoir l'impression d'être assignés à résidence. Il y a eu un phénomène particulier sur la ville de Bordeaux. On est passé de 34% de ménages non motorisés à 37% au cours des 10 dernières années. C'est phénoménal, il faut encourager, c'est-à-dire qu'il faut donner tout le choix modal d'alternatives pour que les gens aient vraiment le sentiment de la liberté de ne pas avoir de voiture, de ne pas être contraints d'en acheter une deuxième, et que quand la nouvelle génération ait vraiment l'impression qu'on s'occupe encore mieux d'eux pour que demain, les solutions alternatives à la voiture deviennent naturelles quand ils seront adultes. C'est vraiment un enjeu essentiel. Donc voilà, on essaie. Merci pour toute cette force de conviction. C'est bien, ça fait plaisir à entendre, c'est vrai. Donc un petit mot, peut-être, on oppose souvent évidemment économie et écologie, hein, et transition écologique, c'est le sujet de la table ronde qui vient, en particulier avec le numérique. On oublie souvent de parler du secteur d'emploi que crée aussi justement ce fil vert de l'écologie. Peut-être ça peut être intéressant que vous nous disiez un petit mot sur ce qui est fait à la métropole là-dessus, oui, en termes de prospective. Absolument. Avant, si vous m'autorisez, pour faire la transition, je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Notre vision d'une ville apaisée, ça passe par la promotion de la marche et une meilleure cohabitation entre les différents usagers. Vous parliez de code de la rue. Nous sommes en train de travailler un code de la rue dont l'état d'esprit est le suivant, c'est la protection du plus faible par le plus fort. C'est-à-dire que l'automobiliste respecte davantage le cycliste, mais aussi que le cycliste respecte davantage le piéton. Ça, c'est un très gros enjeu et un peu un changement de mentalité. La marche à pied, au-delà de tous les bienfaits que vous avez cités, c'est le meilleur mode de locomotion pour la santé individuelle. Socrate le disait déjà, voilà. Hein, il y a la marche socratique. Bien sûr, mais même Nietzsche disait que ses meilleurs textes, il les a trouvés, il a trouvé l'inspiration en marchant. Jean-Jacques Rousseau aussi était un grand... Allez, voilà, donc concrètement maintenant, les emplois verts. L'économie, je pense que c'est important de dire que la transition écologique dont nous rêvons n'est pas l'ennemi des entreprises, je pense même qu'elle est plutôt la condition de leur pérennité. Et nous avons la conviction que pour réussir la transition ou la transformation écologique de Bordeaux, nous avons besoin des entreprises, de toutes les entreprises, depuis la petite artisan, PME, TPE, jusqu'à la grande l'entreprise. Nous nous appuyons aussi beaucoup sur l'économie sociale et solidaire.
j'ai un adjoint, mon deuxième adjoint, qui est un adjoint dédié, qui s'appelle Stéphane Pfeffer. Il est dédié à l'économie sociale et solidaire. Et je vais vous dire, nous avons tellement mis le cursus sur la promotion de l'économie sociale et solidaire que nous avons été distingués par le fait que nous allons devenir la capitale du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire à Bordeaux. Je l'indique pour ceux qui ne le savaient pas, c'était Séoul jusqu'à présent, mais le siège du Forum mondial Séoul, Bordeaux, va être... Ça date d'il y a un mois, ça va être... Mais alors, vous voyez, ça va encore rendre Bordeaux plus attractive. Voilà, donc nous travaillons beaucoup pour cette économie sociale et solidaire. Nous avons un projet, par exemple, il y a un projet que nous encourageons qui s'appelle ICOS à Bordeaux-Lac, avec la création d'environ une centaine d'emplois dédiés à l'économie sociale et solidaire. Mais pour terminer, je dirais qu'en ma qualité de premier vice-président de la métropole à laquelle vous faisiez référence, j'ai lancé une étude prospective sur l'emploi vert à l'échelle de notre métropole, et nous lançons également une étude de préfiguration d'une coopérative carbone pour aider les entreprises à compenser les émissions carbone via leur implication dans des projets locaux durables. Et nous avons également orienté, je terminerai là-dessus, notre agence de développement qui s'appelle Investit Bordeaux sur l'accueil des entreprises en fonction de leur impact positif sur le territoire. Et dans cette appréciation de l'impact positif sur le territoire, naturellement, nous avons mis l'impact carbone des entreprises sur notre territoire. Il faudra donc ajouter celui sur l'eau. Voilà, vous avez raison, j'ai été assez sensible, j'en profite de l'occasion. Beaucoup trop du carbone. Je suis très sensible à tout ce que vous dites sur l'eau. J'ai parlé plus d'arbres que d'eau, mais vous avez parfaitement raison sur le fait que l'eau doit être prise beaucoup plus en considération à l'échelle de nos villes. Merci beaucoup à tous les trois. Voilà, merci.